Davy, enchanté. Merci de nous rejoindre sur cette vidéo. On va parler recrutement de closer, montée en compétences de closer, closing, closer, tous ces beaux sujets, peut-être de vente. Je suis très content de le faire avec toi, Davy, ce petit talk là. Tu peux te présenter déjà pour les gens qui ne te connaisseraient pas? Davy Smith, 26 ans, et closer depuis 2 ans et demi, dans la vente depuis 8 ans. Et voilà, donc closer, account manager. J'accompagne les clients de The Sales Nation, que tu n'as même pas présenté, je crois. Pas encore. Pas encore. Donc, un peu de sales management, du coaching de vente et de la montée en compétences, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. On va parler d'un sujet aussi qu'on aime. The Sales Nation, c'est quoi? C'est une agence de closing. On n'aime pas ce mot-là, agence de closing, parce qu'on sait que pas mal d'agences de closing font du mal au marché, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'on est. On forme des closers, on positionne des closers et on accompagne aujourd'hui des infopreneurs et des TPE, PME, startups sur la structuration de leur équipe commerciale et la montée en compétences de leur équipe commerciale. Donc ça, c'est The Sales Nation. On a un programme qui s'appelle Mon Closer, donc qui forme les closers et on accompagne donc les infopreneurs là-dessus. Donc du coup, on va parler de ce beau sujet qui est souvent pas mal, pas critiqué, mais controversé en tout cas. On en parlait un peu en off tout à l'heure, je te sens chaud sur ce point-là. Du coup, j'aimerais bien que tu commences peut-être par ce qui t'énerve, et on va parler de ce qui nous énerve dans le closing. Est-ce que tu peux peut-être démarrer? Qu'est-ce qui t'énerve dans le closing? Ce qui m'énerve dans le closing, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Ce qui m'énerve dans le closing, c'est ce qu'on met dans le closing qui n'est pas du closing. Déjà, je pense que ça peut être un bon premier point. C'est-à-dire? Viens, je te vends ma formation de closer pour que tu deviennes closer et que tu puisses revendre cette formation de closer. C'est pas ça le closing? Écoute, comment ça s'appelle ça? Je pense que ça s'appelle plus de l'affiliation, du MLM, marketing de réseau. Du Ponzi. Pardon. T'as été loin, mais bon, dans l'idée, c'est un peu ça. Bon. Et du coup, moi, ça, déjà, c'est pas du closing, quoi. Tu vas pas te former à un métier pour revendre cette même formation. Voilà, c'est pas du tout l'idée. Donc, déjà, ça a tendance à m'agacer un peu. Ça te tend? Ça me tend. Pour me dire, j'ai eu un appel avec un de vos confrères. Ah oui? Avec qui? Bip. Et donc, non, c'est du MLM, mon poulet. Donc, ça. Qu'est-ce qui m'énerve en closing? C'est vrai que ce point-là, en fait, il nous a fait du mal. Je me rappelle, il y a eu une période où on a un acteur du marché. D'ailleurs, on en parlait dans la formation. Je me rappelle, on l'embrasse quand même, mais un peu barbu, qui faisait de la magie, qui vendait des formations de magie. Et qui s'est mis de nulle part faire du closing. Et en fait, cet acteur-là a inondé le marché en termes de publicité et tout ce qu'on veut. Ce qui fait qu'on a eu une armada de closers de personnes, qui se sont mis à danser sur TikTok, Instagram, avec un iPhone où tu as l'impression que l'iPhone est tombé dans l'eau, tellement voilà, leurs commissions sont élevées, bien sûr, en disant voilà, j'ai généré tant, rejoins mon programme ou contacte-moi en DM. Bon, ça, si vous voyez ça sur les réseaux, fuyez. C'est pas ça, le closing. C'est vrai que ça nous a fait du mal. Ouais, ça nous a fait du mal, mais en fait, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, donc même sans ce monsieur, il y en a d'autres qui ont pris le relais. Ouais. Ça pousse fort, ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que non, ça fait beaucoup de mal. Donc déjà, à notre image, aujourd'hui, on a des personnes qui se renseignent sur le closing, et quand elles se renseignent auprès de certaines personnes, elles ont des retours en mode non, on n'y va pas, c'est de l'arnaque, en fait, ils te font rentrer, mais c'est pour revendre la même formation, ainsi de suite. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui seraient tellement adaptées pour le métier, mais qui n'y vont pas à cause de ça. Ouais. Donc, en fait, je pense que les gens ont assez de peur, sans avoir peur de l'arnaque, pour leur ajouter ça. Assez peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux dire? Ouais, il y a assez de peur surtout sur se lancer, sur être indépendant, pas avoir de fixe, tout ça. Et en fait, je vois le nombre de mères de famille, parce qu'en plus, ils sont bons en marketing, ils nichent, en fait. Ils ciblent bien, ouais. Ils ciblent bien et vont cibler des personnes, oui, dans des grosses douleurs. Maman, 3 enfants, peu de revenus, voire pas, et du coup, va dépenser ses derniers sous dans une formation pour apprendre à faire 10 000 € par mois, et voilà, quoi. Moi, je te rejoins, c'est dommage, on perd des personnes. D'ailleurs, je trouve que sur le marché, on voit que le discours marketing des agences de closing et des formations de closing a évolué,
parce que le marché se rend bien compte, le marché éduqué, là, ça y est, s'est fait bombarder pendant tout le Covid et encore là pendant ces derniers mois de publicité à droite à gauche. Donc le marché est sophistiqué, donc éduqué sur le marché de la formation. Donc on n'a pas spécialement une bonne image sur ça. Ça commence à se rattraper, et encore. Et en fait, on voit que même le discours marketing a évolué. À l'époque, c'était fais 10 000 euros par mois en travaillant 2 heures par jour. Du coup, on a des acteurs comme moi et comme d'autres qui ont taclé en fait ce discours-là pour vraiment préciser non, c'est pas ça le métier de closer. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que le discours change un peu en mode les mêmes acteurs qui te vendaient du 10 000 euros par mois il y a encore quelques mois te vendent maintenant non, c'est pas facile de faire 10 000 euros par mois, c'est pas un vrai métier, parce que c'était leur ancien discours, c'est pas tout beau, tout rose. Donc en fait, qu'ils prennent vraiment l'angle marketing de te faire croire que c'est pas cette opportunité, alors que derrière, on en revient à un autre point, moi, qui m'énerve, qui est la livraison et la formation des closers. Tu peux changer ton discours marketing, mais à partir du moment où ta pédagogie est claquée au sol, tu mettras quand même sur le marché des personnes qui n'arriveront pas en fait, à se développer et qui n'arriveront pas à closer, en fait. Ouais, c'est... Au niveau de la livraison, au final, c'est vrai que la transition, elle est bonne. C'est que, bon, derrière, il n'y a pas que des mauvaises formations closing. C'est des années d'expérience. Il n'y a pas que des mauvaises formations closing. Tu as aussi des formations closing qui vont t'apprendre bêtement la vente, adaptée au closing. Mais tu as des formations qui te préparent mieux, tu vois. Il y a des formations que c'est pas des usines à former 50, 60, 80 closers par mois. Et en fait, tu vas avoir une certaine qualité dans la livraison qui va permettre de sortir de là des closers qui sont éduqués sur le marché, qui savent ce qui les attend, qui savent que c'est pas tout beau, tout rose, que c'est un vrai métier de commercial. Le closer, c'est juste le nom sexy qu'on a donné aux commerciaux qui vendent des formations, des coachings en ligne. Donc, c'est un vrai métier derrière. Et je passe pas que du temps derrière mon téléphone. On a essayé de closer au bord de la piscine. Le soleil fait trop chauffer l'ordinateur. Donc on reste à l'intérieur. Exactement. Et voilà. Je pense que ce point-là, il est important. D'ailleurs, dans ton témoignage, tu t'en parles très bien. Donc vous pourrez retrouver le témoignage de Davy sur la chaîne si vous le souhaitez. C'est un vrai métier. On n'a rien réinventé parce que c'est de la vente, donc on n'a pas réinventé le métier de commercial. Maintenant, vous allez dans la startup, on a X appellations pour les métiers de closer, de commerciaux. On a le SDR, on a la compte manager, on a la compte exécutive, on va avoir le BDR. Donc, vous avez un nombre incalculable de dénominations. Donc, on n'a rien réinventé. Par contre, là où on a bougé les curseurs, c'est sur la méthode de vente, où les méthodes classiques de vente, et d'ailleurs les entreprises de vente classiques vont quand même effleurer, je veux dire, allez, peut-être 40-50% d'une découverte client, là où en fait le closer est excellent dans la manière de creuser, poser des questions, aller chercher des informations qui sont pertinentes. D'ailleurs, pour les personnes qui sont en start-up, qui ont peut-être plus l'habitude d'utiliser des méthodologies comme le MEDDIC, le MEDPIC par exemple, ces méthodologies-là qui sont plus avancées, qui permettent d'aller creuser, même dans des méthodologies comme ça, on sent quand même que le commercial n'est pas éduqué à creuser comme ce que nous, on a l'habitude de faire. Enfin, nous, la partie closing, quoi. Ouais, et là, en plus, tu parles d'un monde encore, d'un écosystème qui est peut-être pas le plus réputé pour le commun des commerciaux ou même n'importe qui. La startup, c'est pas le plus... représentatif ? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est représentatif, mais disons que c'est pas le premier truc qui viendra à la tête quand on va parler d'un commercial. Mais même, en fait, sur le terrain, les techniques aux commerciaux, les commerciaux grands comptes, les représentants commerciaux, enfin tous ces noms en fait qu'on donne aux vendeurs, c'est pareil en fait. On se retrouve toujours sur les mêmes problématiques où on se rend compte que c'est des personnes qui en termes de découverte finalement font pas la moitié de ce qu'un closer va faire en termes de découverte. Donc l'approche commerciale et la psychologie derrière de la vente n'est pas la même en fait. Ouais. Donc on a parlé un peu de pas des dérives dans le closing, mais on en vient naturellement sur la partie closer. Ce qui revient en fait souvent, donc ça c'est un truc qui me marque vraiment, mais c'est comme ça, c'est vraiment le côté je veux être closer avec les avantages du salarié, et en gros,
ils vont arriver en call et ils vont te dire mais c'est quoi les garanties que vous nous proposez? À partir du moment où tu nous poses cette question et où tu me dis ça, c'est que pour moi, tu n'as pas compris ce qu'était être entrepreneur. Donc ça, pour moi, c'est déjà... C'est pas que c'est un red flag, mais je retrouve en fait malheureusement cet état d'esprit de c'est quoi les garanties, encore par des closers qui n'ont pas compris en fait quel était le job. Après une formation de closing qui se retrouvent complètement... qui sont roulés dessus quoi, par le marché, par la réalité du terrain. Parce qu'en fait, tu n'as pas compris que tu devais être proactif parce que tu es entrepreneur en fait. Ouais. En fait, c'est là que tu vois la différence en fait dans le monde de la formation du closing entre les formations que moi j'ai tendance à appeler premium ou alors qui sortent du lot parce qu'en fait tout le monde aime bien se taper dessus mais entre nous on se connaît et on sait en fait qui est bon et qui est moins bon. Voilà. Après je pense qu'il y a quand même des formations génériques qui sortent des profils qui sont bons mais je pense que ces profils là sont déjà bons de base quoi. Bons de base ouais. C'est ça. Donc en fait on leur apprend pas des mauvaises choses, on leur apprend peut-être juste pas les meilleures. Voilà. Mais sinon sur ce qui va se faire de premium, je pense qu'en fait déjà la différence qui se fait, c'est que la personne que tu as au téléphone quand tu prends ton rendez-vous en fait avec un closer, déjà t'as pas juste un closer, tu vas avoir un coach par exemple ou un sales manager qui vient faire ce filtre avant, parce que en fait des formations premium ou en tout cas des formations avancées en closing ne veulent pas de quelqu'un qui n'est pas dans la bonne dynamique en fait et qui vient avec les mauvaises intentions ou en tout cas qui n'est pas préparé ou qui va rentrer dans la formation mais avec le mauvais état d'esprit qui est en fait je veux toutes les garanties du salarié dans un monde qui n'a rien à voir avec le salarié en fait. Avec du coup mes 2 heures de travail par jour et je comprends pas pourquoi vous me demandez de remplir un CRM, je comprends pas pourquoi du coup j'ai mon agenda qui est booké toute la semaine et toute la journée. Il est où le mojito, il est où ils sont où les paliers, elle est où la piscine et je pense que ça c'est vraiment un point sur lequel je sais que j'insiste sur toutes les vidéos parce que c'est trop important parce qu'on arrive sur un marché. D'ailleurs, ça, c'est un point où on le voit régulièrement, le marché du closing est saturé. Non, en fait, il est saturé de mauvaises personnes. Quand je dis mauvaises personnes, c'est des personnes qui n'ont rien à faire dans ce métier-là. C'est pas péjoratif. C'est en fait, tu n'es pas commercial et tu n'as pas envie d'être commercial. Donc, ne viens pas en fait dans cet écosystème. Et en fait, c'est saturé de ces profils-là. Et en fait, c'est c'est quelque chose en fait qui vient à la fois plomber le marché, à la fois plomber, entre guillemets, l'état d'esprit de l'infopreneur qui ne sait déjà pas de base recruter ni manager une équipe de commerciaux et qui se retrouve en fait avec des profils qui forcément sont un peu bancals, beaucoup bancals. Donc en fait, il y a une perception globale en fait qui vient vraiment toxifier tout le marché, quoi. Ouais. Il y a ça. Alors après, je pense qu'il n'y a pas que des profils qui n'ont rien à faire en fait dans le closing. C'est que des fois, ils sont pas passés par la bonne porte. Et justement, ils n'arrivent pas armés sur le terrain. Parce qu'ils sont passés par des formations qui ne véhiculent pas les bonnes choses. Est-ce que tout le monde peut être commercial, selon toi ? Non. Non, tout le monde ne peut pas être commercial. Maintenant, pour moi, à partir du moment où t'aimes le relationnel, t'aimes les autres. Alors, je rassure toutes les personnes qui passent des heures dans leur travail à parler avec les gens et qui arrivent sur les appels et nous disent franchement, j'en peux plus des gens. C'est pas, alors, vous n'êtes pas red flag, ok ? On n'est pas dans le c'est pas ça. En fait, vous n'êtes pas dans le même cadre. Nous, les personnes qu'on a au téléphone, même si elles ne sont pas tout le temps enjouées, ils sont quand même dans une dynamique d'améliorer les choses. Je vais casser le plateau. D'améliorer les choses et les échanges sont quand même plus ou moins intéressants quand même. Après, ça dépend chez qui tu vas travailler. Mais, donc pas ça, mais juste le fait que t'aimes le contact, t'aimes parler avec les personnes. Et genre, c'est ok pour toi, en fait, de dire je vais être tout seul. Et je vais pas forcément avoir des collègues à la pause café, tout ça. Si t'es ok avec ça, c'est good. Je suis pas quelqu'un d'indépendant, j'aime bien voir du monde. Et ça m'empêche pas de m'épanouir dans le domaine, parce que tu peux le faire. Alors, moi, je veux pas qu'on en reste sur j'aime le contact humain et donc du coup parce que faut aimer la vente. Faut aimer la vente. Et en fait, faut aimer la vente et les contraintes de la vente. Et comprendre, ouais. Parce que le nombre de personnes qui vont dans le closing et qui viennent se renseigner ou se disent ça peut être pour moi parce que j'aime le contact humain.
Non, en fait, c'est pas, oui, c'est pas ça, quoi. Il y a les deux choses. Plus, quoi. Il y a de base, tu vas aimer prendre des appels. Ouais, ce que je dis, c'est qu'il y a deux choses. Tu vas aimer prendre des appels si tu aimes le contact humain et que tu es OK avec l'idée de vendre. OK. Par contre, le closing, c'est pas que tes appels. Et là, tous les commerciaux qui nous regardent, en fait, ça, ils le savent. Parce qu'ils savent que tu dois gérer ton pipe, tu dois faire tes relances, tu dois suivre ton client. Tu dois entendre les remontées du sales manager. Exactement. Tu dois comprendre que j'ai besoin d'avoir ton tracking à la fin de la journée et savoir ce qui s'est passé sur les calls. Parce si je suis représentant de l'infopreneur, nous, on a payé 50, 100, 150, peut-être 300 euros pour que tu aies en fait, un prospect au téléphone pendant 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, en fait, si t'es pas OK avec ça, oui, t'es pas fait pour... les commerciaux de terrain qui nous regardent nous dire « Ouais, mais moi j'ai le SAV, j'ai tous les emmerdes ». C'est vrai qu'en tant que closer, t'as aussi... pas le SAV, mais t'es aussi responsable en fait du client, que ça se passe bien, que ça se passe mal. Donc il y a vraiment tous ces côtés-là. Je pense qu'au-delà de ça même, c'est pas le côté pugnacité du métier qui est demandé, mais finalement un peu, parce que tu vas te prendre, par exemple, je sais pas, une quinzaine de calls, tu fais rien, et c'est le 16e en fait qui va te permettre de vendre, mais parce qu'en fait, tu t'es pris 15 refus d'avant, t'es plus en capacité de te prendre le 16e appel qui est plutôt bon. Et je pense qu'en fait, si tu as du mal avec le rejet, si tu as du mal avec potentiellement, j'ai envie de dire le conflit, parce que pour moi, si tu n'aimes pas le conflit, tu n'es pas un bon commercial, parce que ça veut dire que tu n'es pas capable d'aller challenger ton prospect, tu n'es pas capable d'aller dans un discours où en fait, tu vas dire les choses, parce que ton prospect, en fait, il a besoin de certitude, et si tu le fais pas, c'est un peu middle. Donc en fait, il y a vraiment ce côté-là qu'il faut vraiment accepter, au-delà de j'aime le contact, etc. Parce que s'il n'y a pas ça, même en termes de montée en compétences et de performance, vous n'allez pas passer un gap parce que le problème qui va se jouer, il n'est pas au niveau de votre technique de vente. Le problème qui va se jouer, en fait, il est vraiment au niveau de votre profil et de votre identité tout court, quoi. Ouais. Ok. Donc là, on tape un peu sur les doigts du closing, des closers. J'ai l'habitude de taper sur les doigts des infopreneurs, mais est-ce que tu as déjà un point que tu as envie de mettre en avant par rapport à ce qu'on peut voir aussi de l'autre côté? Je pense qu'il y a un mix qui va aussi aller quand on va parler du recrutement. Maintenant, ouais, les infopreneurs qui demandent qui demandent des closers alors qu'ils font pas encore 10 000 euros par mois. Non, en fait, on va plutôt t'apprendre à vendre toi avant de déléguer. Bon, enfin, faut savoir vendre son produit soi-même avant de pouvoir le... Il y en a beaucoup qui veulent recruter du closer parce qu'ils ont la flemme et ne savent pas, et n'aiment pas d'ailleurs, le nombre de personnes qui recrutent du closer parce qu'ils n'aiment pas vendre. Donc ça rejoint ce que tu disais sur le chiffre d'affaires qui n'est pas cohérent par rapport au recrutement. Ne faites pas ça. Ne recrutez pas parce que vous n'aimez pas vendre. On a besoin, quand je dis on, c'est les closers et même nous quand on prend des équipes commerciales, mais on a besoin en fait que derrière vous soyez en capacité, 1, de donner du lead, 2, d'expliquer comment en fait je vends aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne de mon côté. Et si déjà pour vous ça fonctionne pas, un closer c'est pas un magicien en fait, donc il va pas révolutionner ce que vous êtes déjà en train de faire qui ne marche pas. Ouais, en fait il y a deux choses, c'est que pour moi t'es pas responsable de ton entreprise. Pourquoi? Parce que tu veux donner un peu la crasse à faire parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. En fait, j'ai jamais pris de call parce que j'aime pas vendre. Ou alors j'ai déjà pris des calls, j'y arrive pas, du coup je veux déléguer. Mais je ne traite pas le fond du problème. Donc du coup, je ne sais pas si mon produit il est adapté au marché. Et tu vas demander à un closer, ça c'est le truc qui m'énerve le plus, parce que du coup moi je suis protecteur des closers, c'est je vais prendre quelqu'un qui va prendre mes quelques calls là pour voir si ça marche. Ok. Mais comme si en fait les closers ils avaient une tonne d'argent sur leur compte épargne, tu vois. J'ai le temps. Et ils ont le temps, ils peuvent attendre 2-3 mois avant de performer, tu vois. Donc le closer il va être à fond avec moi et il va prendre au moins 5-6 appels par semaine, quoi. Ouais, non. Voilà, et en fait on va avoir des personnes qui vont faire des factures à 600 euros et ça a tendance à m'énerver, ça. Il y a un manque d'éducation commerciale de base sur la partie infopreneur et dans l'infopreneuriat en règle générale. Quand je dis éducation commerciale, c'est ne serait-ce déjà, pour reprendre ton point là, ne serait-ce déjà que de se dire je vais donner 5-6 appels à, entre guillemets, une personne juste pour voir ce que ça fait de mon côté, mais genre quelle est la considération que tu as déjà du profil.
Donc on peut se demander en termes de délégation et de fidélité de ton équipe globale dans ta boîte, comment tu considères les gens. Donc ça, pour moi, déjà, c'est quelque chose à revoir. On en parlera peut-être sûrement après, mais manque d'éducation commerciale sur la construction d'une stratégie business en lien avec, ton marketing, du coup, qui fait qu'aujourd'hui, tu es OK pour faire le bulldozer au niveau de ta génération de leads. Mais en fait, avoir une génération de leads et en fait une conversion, parce que tu sais très bien que comme tu es infopreneur, tu as acquisition, conversion et delivery, si on fait le résumé, qu'en gros, en fait, ton acquisition, elle doit être non pas dominante par rapport à ton pôle de vente, mais en fait, elle doit être alignée. Les infopreneurs qui marchent le plus aujourd'hui sont ceux qui ont tout qui est aligné au niveau et à la fois de leur acquisition, qui vont venir aider et nourrir la partie conversion, et la partie conversion, en fait, va venir aussi apporter du client dans le business qu'on va pouvoir, en fait, délivrer. Et donc, en fait, il y a une grande quantité d'infopreneurs, même en plus d'ailleurs, ces infopreneurs, ils payent des blindes dans les masterminds, ils reviennent après nous voir en disant je veux recruter du closer. Tu dis en fait, le mec il a passé 3 jours dans un mastermind, sa stratégie elle est bancaille, il y a des trous dans la raquette, absolument pas prêt à recueillir du closer. Qu'est-ce qu'il se dit, tu vois. Et venez chez nous d'abord avant de faire n'importe quoi, s'il vous plaît. Ouais, non, mais tu dis 3 jours, des fois c'est 3 mois, 6 mois de mastermind, et exactement, ils ont payé des sommes énormes, alors qu'en fait ils ont juste besoin de prendre 45 minutes avec nous et on leur montre tout ce qui se passe. Je suis d'accord avec ça. Et en fait, souvent quand on les a au téléphone et qu'ils nous disent on n'aime pas la vente, j'aime pas la vente, donc du coup j'ai envie de déléguer rapidement. En fait, c'est pas la vente que t'aimes pas, c'est juste le fait que tu te prends des noms. Et en fin de compte, si on décompose, demain t'as 10 appels, t'en closes 7 sur 10, tu les prends les 10 appels ou pas? La réponse elle est oui. Donc en fait, le problème, c'est pas que t'aimes pas la vente, c'est juste que tu ne sais pas faire. Maintenant, comment tu vas aider une personne à closer ton offre si toi-même, tu ne le fais pas? Et là, la réponse, c'est oui, mais le closer, c'est son métier. Allez, sujet suivant. C'est des conneries, quoi. Et d'ailleurs, on va pas parler des infopreneurs qui recrutent du closer pour en fait faire de l'acquisition et aller chercher clients. Non, mais moi j'ai un compte Instagram, alors j'ai 600 abonnés, du coup j'ai 4 likes. C'est bon, le setter il peut aller me chercher du lead dessus. Exactement. Non, arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Ça marche pas comme ça. Il y a une différence d'ailleurs entre closer et setter qui est à noter. Si vous êtes infopreneur ou que vous vous apprêtez à recruter et que vous ne savez pas quelle est la différence entre un setter et un closer, arrêtez tout. Vous n'êtes pas prêt à recruter, c'est qu'il y a un problème déjà là-dedans. On a beaucoup parlé de la partie vente. Au-delà de ça, il y a la partie donc, management de l'équipe aussi qui est un gros sujet. C'est un gros sujet parce que gérer l'humain déjà et manager l'humain, c'est une tannée. C'est une corvée pour beaucoup. Et c'est vraiment tout un art. Nous, on a plusieurs équipes commerciales, donc forcément, on manage aussi, et on apprend en fait au CEO à manager, même si c'est un faux discours. On a des acteurs du marché du closing qui ont voulu faire croire qu'en fait, on va t'aider à internaliser et à tout faire toi-même. Ne recrute pas, ne délègue surtout pas. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ces acteurs-là, du coup, maintenant, les poussent à externaliser leur sales management, donc c'est rigolo. En fait, t'es CEO. Si vraiment t'es CEO, tu n'as pas à les manager. Parce que c'est pas ton job et tu ne vas pas aimer ça. On le sait. C'est une corvée. Donc, j'ai envie de dire, ne croyez pas les discours de « je vais t'aider en fait à internaliser » ou du coup à le faire toi-même. Non, t'as pas à le faire toi-même. Parce qu'à partir du moment où en fait, tu vas prendre ton équipe de vente, tu vas devoir en fait avoir aussi quelqu'un qui sait manager. Et c'est un vrai métier. C'est ça. Et pas tout le monde ne sait manager. Et, ouais. On va en faire un lieu commun, mais c'est pas parce que vous êtes bon closer que vous êtes bon manager aussi. Et ne montez pas un bon closer manager. Forcément. Pas forcément, pardon. Non, mais ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, donc, c'est pas pour dire, en fait, il faut absolument que du coup, vous venez nous voir. C'est plutôt dans le sens où le management, ça fait partie des choses que tu vas déléguer parce que il y a un moment, tu as besoin de prendre du recul sur ton business. Et c'est bien de savoir manager, mais quand tu vas grandir, il y a un moment, c'est une tâche qui va te prendre du temps, qui va être très... en fait, c'est toujours la même chose. C'est manager et manager. Parce que si tu veux vraiment super bien manager des closers, chaque closer, ça va te prendre 2 heures par... en perso, ça va te prendre 2 heures par semaine. Et encore, hein. Minimum. T'es gentil, hein. Il va falloir que tu écoutes les calls. Ouais. Le one-on-one, du coup, pour certains qui ont besoin de monter en compétences rapidement sur le ramp-up. Exactement. Et en fait, genre, toutes ces tâches-là,
en plus des coachings d'équipe, bah, c'est contraignant. En fait, il y a l'écoute de call, il y a le temps que tu vas faire le retour, le one-on-one et tout. Enfin, ça, tu ne peux pas. On fait que du sales management. Je parle même pas on va pas former sur le métier de head of sales, mais du coup, quand tu es head, tu as et à la fois la montée en compétence de ton équipe, mais à la fois, en fait, la gestion de la performance du pôle sales, où en fait, tu as aussi d'autres tâches. Moi, ce qui me fait un peu rigoler, c'est du coup, quand tu es head of sales, enfin, que tu attends que ton head of sales continue à prendre le même nombre de calls, mais du coup, en fait, avec les missions de head of sales, c'est que vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'était un head of sales. Je n'attends pas d'un head of sales qui soit, entre guillemets, performant sur les calls. Ce que j'attends d'un head of sales, c'est qu'il aide mon équipe, en fait, à être performante. Donc, il y a un gap là-dessus. Ouais, c'est ça. Je voulais parler d'un autre point sur ce côté-là, du coup, que j'ai zappé. Tu voulais continuer sur le... Non, mais après, c'est pas à dire qu'en fait, le coach... Pour moi, il faut que tu gardes, en fait, ce truc d'être présent au moins à un meeting dans la semaine, au moins pour garder ce côté un peu culture fit, avoir la culture d'entreprise, et que les mecs soient rattachés à ta vision et en fait, collent complètement. Ça, c'est hyper important. Mais par contre, il y a un moment, en fait, le management, ça ne s'apprend pas sur le tas, parce que le management, c'est pas juste faire en sorte que les personnes soient là, présentes et gagnent leur vie, c'est les faire performer, les faire atteindre des chiffres. Et les faire atteindre des chiffres, c'est pas dire, bon les gars, on avait prévu de faire 70 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci, on est qu'à 50 000, il reste 4 jours, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas bien, vous n'êtes pas dans les chiffres. Ou à la fin, ils sont à 75, bravo les gars, on a été top. Je les ai fait atteindre les KPI. Non, c'est pas ça en fait. Et manager, ce n'est pas non plus dire t'as pas rempli ton EOD, remplis-moi ton EOD, t'as pas rempli ton... Alors, le EOD, pour ceux qui nous regardent, qui savent pas ce que c'est le bilan de fin de journée, ou le bilan de fin de semaine, c'est pareil. Vous n'êtes pas bon manager parce que du coup, vous tapez sur les doigts de vos closers ou de vos commerciaux pour leur dire t'as pas rempli tes stats. Si votre job, en fait, c'est je dois sanctionner ou du coup taper parce que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, en fait, limite, c'est votre responsabilité s'il le fait pas. C'est que vous avez pas soit bien ajusté la délégation, soit en fait, vous attendez quelque chose, entre guillemets, soit qui vient pas ou qui a pas à venir, en fait, regardez ailleurs. Tu vois ? Je trouve que c'est trop facile en fait de se dire bon bah ça y est, je suis manager, je veux quelqu'un en fait qui tape sur les doigts de mes closers pour qu'ils me remplissent ma fiche. Mais en fait, tu veux quoi? Tu veux que le mec en fait il remplisse une fiche ou en fait qu'il fasse des ventes? Ouais. Après, en fait, il y a le juste milieu. Il y a l'entre-deux, effectivement. Mais on a vu des équipes où les mecs viennent nous voir, nous disent bah écoute voilà, en fait on peine déjà à retrouver des bons closers. On en avait 2 qui performaient bien là, mais bah, du coup l'entreprise par laquelle on est passé nous les a fait sortir parce que ça respectait pas assez le côté admin. Bon, le CRM était rempli et ainsi de suite, hein. C'est juste qu'en fait le soir on n'avait pas de retour écrit sur ce qui s'était passé sur tous les calls. Ouais, mais moi j'ai le tracking, j'ai un petit commentaire. Ça me suffit, je sais quel call je vais écouter en fonction de ce qui sera dit. Le mec me dit, l'objection c'était je vais réfléchir. Bon, bah, je sais que je vais écouter ce call-là en fait, parce que c'était pas la bonne objection. Mais par contre, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus de détails tout de suite, tous les soirs. Et en fait, par contre, effectivement, le mec ne performe pas. Oui, je vais lui demander tous les soirs son ressenti sur tout ce qui s'est passé sur sa journée. Si en plus j'ai pas ça, bah, il performe pas. J'ai pas de retour sur ce qui se passe sur les appels. Allez, il arrive à 9h05 au lieu de 9h sur les meetings. Là, on a accumulation, et oui, effectivement, je le sors, le gars. Maintenant, si c'est juste la petite paperasse du soir, et avec un peu de retard... Je pense que l'évaluation d'un potentiel chez un sales, c'est vraiment quelque chose de particulier. Tu vois, genre là, on a une équipe et on sait que... on a 2 closers dans l'équipe et un closer qui a du mal à performer, là où l'autre en fait surperforme. En fait, il a suivi le même onboarding, le même ramp-up, le même montée en compétences, il est sur le même coaching, même méthodologie de vente. Et en fait, le mec ne performe pas. Si en fait, t'es genre en mode macro et que tu regardes ton équipe de vente vraiment que d'un point de vue macro, parce que, entre guillemets, ton management est trop... Enfin, pas assez centré sur tes closers et qu'en fait c'est vraiment sur les chiffres et je vais pas assez dans l'humain, tu vas te dire bah je vais baigner un closer parce qu'en fait le mec ne performe pas alors qu'en fait il y a un autre closer, il a fait la même chose que lui depuis le même temps, en fait il ne performe pas donc c'est qu'il est pas bon. Ok, mais en fait est-ce que tu vas regarder comme dans un call de closing, est-ce que tu lis entre les lignes, est-ce qu'en fait tu as été regardé au-delà de ce qui se joue, c'est-à-dire bah le potentiel de quelqu'un, je vais révéler le potentiel de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose, c'est à la fois qui tout double, dans le sens où bah, je vais perdre du temps, entre guillemets. Je vais perdre du temps, en fait, à monter en compétence un mec ou un closer. Et derrière, bah, ça peut ne pas marcher.
Mais par contre, en fait, je peux me priver aussi d'un potentiel e-player que je vais monter en compétence, parce que là, les e-players aussi, c'est un truc, on pourra en parler. Tu peux peut-être en fait te perdre dans les players, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'infopreneurs qui ont un turnover énorme sur leur équipe de vente et sur leur closer, parce qu'en fait, ils bannent tellement trop vite leur closer, et ils sont tellement habitués, enfin non, c'est même pas, ils sont pas habitués, ils ont tellement la croyance que mon closer, il doit performer vite, parce que c'est son métier, que du coup, en fait, genre, on close, enfin, on élimine. C'est Koh-Lanta, tu sais, genre, voilà, le flambeau, t'es éliminé, tu sors, quoi. Merci, au revoir. En fait, je le vire tellement trop vite que j'ai pas pris le temps, en fait, de le monter en compétences. En B2B, en startup ou dans les entreprises, c'est 3 mois, en fait, entre 3 et 6 mois, le fait que je vais miser sur un commercial avant qu'il performe. Comme un infopreneur, c'est 1 mois, et encore, des fois, pour certains, c'est 20 calls. Si tu performes pas sur 20 calls, du coup, c'est que t'es mauvais, tu vois. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'un closer qui performe pas, tu vas pas du tout le garder. Enfin, tu vas devoir le garder pendant 1 mois pour être sûr que le mec te fera que de la merde sur tes appels, en fait. Et c'est pas le cas. Mais juste, là, on a l'exemple, on écoute les calls, on sent que la personne est forte dans ce qu'elle fait, mais il lui manque le détail. On n'arrive pas à l'obtenir, il se passe 1 semaine, on n'a pas les résultats. On va pousser une 2e semaine. Si sur la 2e semaine, en fait, il n'y a rien qui se passe et qu'on sent que le truc est trop loin, on va pas cramer encore plus de budget et on va, en fait, finalement, prendre la décision. Prendre une décision, ouais. Ok. Mais des fois, on va voir le potentiel de la personne et on peut faire un parallèle avec l'amour, parce que souvent, c'est des cas qui arrivent dans le perso. C'est, en fait, tu vois le potentiel de la personne et tu t'en accroches, puis finalement, en fait, elle le deviendra jamais. Bon, là, c'est pareil. L'idée, c'est pas de tenir 1 mois comme ça. Mais en fait, pour moi, il y a des phases. Et c'est OK qu'un closer, en fait, tu prends le risque et le parcours, il est là. En fait, ton closer ne va pas faire 30% de taux de conversion dès les premières semaines si c'est ce qui est attendu sur le long terme. C'est quoi d'ailleurs les taux de conversion que tu as l'habitude de mettre en avant sur justement qu'est-ce que je dois attendre d'un closer? Est-ce que, enfin, tu vois, genre, il y a forcément des données. Faut demander au mec que j'ai vu tout à l'heure là dans une pub qui dit que maintenant 8 appels sur 10 il est close. Ah, magnifique. J'ai trop envie de le voir. Parce que je l'ai fait sur le mois de juin, ça, mais sur 1 semaine. Et c'était que sur du pitch, quoi, tu vois. Non, mais en fait, bon, les taux de close, ça aussi, ça peut être un truc qui m'énerve. Et dans le recrutement, tu vois, je peux déjà donner un premier tips à un closer. Et en même temps, je sais pas si c'est un bon tips parce que les infopreneurs, en plus, ils te posent ces questions-là. C'est quoi ton taux de close? Qui ne veut rien dire. Si je leur donne le taux de close sur les recommandations qu'on a, mais je suis pris n'importe où. Mais en fait, il y a une question de tunnel de vente. Aujourd'hui, quand un closer me dit je suis à 50% de taux de close, je lui pose 2 questions. C'est quel tunnel de vente? Souvent, c'est de l'organique. Donc l'organique, Instagram, YouTube, oui, en fait, la personne connaît ton infopreneur et ton coach depuis 3 mois, 6 mois, et c'est trop facile. Il le kiffe déjà. Il va prendre l'appel, ils sont déjà pré-closés, quoi. Bon. Mais des fois, c'est pas le cas. Faut le dire, des fois, c'est pas le cas. Les mecs, ils sont bons. Ok. Allez, à combien l'offre que tu closes? 450 €. Ok, bon, je comprends. Paiement 6 fois. Paiement 6 fois, 12 fois. Ou paiement CPF. Paiement CPF en 12 fois. Non, mais donc du coup, en fait, il y a toujours ces questions-là. Et le taux de close, ça a pas d'intérêt. Moi, je connais des closers qui performaient, mais en fait, l'environnement dans lequel tu es, le trafic est froid. Et en fait, si tu es à 15% de taux de close, on est content, en fait. Tant que les coûts marketing, en fait, ne sont pas trop élevés, en fait, c'est OK. Et il y a des environnements où, aujourd'hui, si vous êtes à moins de 35%, vous n'êtes pas bon. Ouais. Donc, en fait, le taux de close n'est pas... je vous ramène des gars qui font du 13% de taux de close. Ils s'assoient à votre table et vous disparaissez, en fait. Donc, c'est pas le seul focus. Maintenant, on a aussi des infopreneurs qui posent cette question-là en premier recrutement par message. C'est quoi ton taux de commission? Oui, on l'a vu là. Encore. C'est quoi ton taux de commission? Ok. Ouais. Et c'est quoi ton taux de close? D'accord, merci. J'ai pas de questions sur par combien contre, je prends, tout ça, la partie, c'est quoi ton niveau de commission? Enfin, c'est quoi genre ces 3 derniers mois? On avait un infopreneur qui nous avait partagé, je lui ai demandé les 3 derniers, pas les 3 derniers bulletins, mais c'était pas bulletin de salaire, mais 3 bulletins de commissionnement. Ça faisait un peu, ça m'a fait un peu rigoler, genre en mode un peu comme salarié. Mais je trouve ça pas si mal finalement, parce que en effet, tu peux pas mentir sur ça. Ah, bon,
c'est un peu l'edge si tu poses que ça comme question, parce que tu as besoin de connaître vraiment l'environnement dans lequel le mec il a évolué, un peu le contexte. Même sur un business, je me rappelle, moi j'avais un business, le business il faisait 5% de conversion, 6 millions de chiffre d'affaires. D'autres business qui font 40% de conversion, ils sont même pas à 300 000 à l'année, tu vois. Ah ouais. Donc je trouve que c'est peut-être même un red flag si vous êtes closer et que vous passez un entretien et qu'en fait le mec vous dit c'est quoi ton taux de conversion et qu'en fait c'est juste une question posée comme ça sans sel ni poivre. C'est un peu un red flag sur est-ce qu'en fait le mec que j'ai en face de moi est pertinent à faire passer un entretien de recrutement. Ouais. Bien souvent la réponse est non. Et c'est pour ça que du coup on a du taf parce que on nous sollicite parce que les gens n'arrivent pas à recruter correctement. Enfin non, les gens n'arrivent pas à recruter du bon profil, mais c'est parce que les gens ne savent pas recruter correctement. Exactement. Donc un peu CQFD. Est-ce qu'on parle du sujet de A-player ou de recrutement de closer? Ouais, j'ai une petite transition à faire, mais même les closers, en fait, quand tu vois, on fait du recrutement en dehors de notre pool sales, quand on demande aux closers de se vendre, enfin, c'est là qu'on voit vraiment l'information. Il y a différents paliers de closers. On en parlait dans un autre format, mais bon, tu vas avoir tous les closers qui ne seront pas closers. C'est les closers Pôle emploi. Ils durent 2 ans maximum sur le marché, parce qu'après, grâce aux allocations. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Donc, du coup, après, ils repartent. Oui. T'as les closers qui... Je pense que même sur des petites missions, en fait, si tu arrives à durer sur le long terme, c'est que t'es pas mauvais dans ce que tu fais. Juste, il te manque beaucoup de bases, peut-être. Et en fait, tu vas juste pouvoir closer, mais tu feras jamais des gros commissionnements. Ouais. Mais en fait, réellement, même si demain, t'es closer et tu fais 2005 par mois, quand tu as toujours connu le 1005, 1006, ton 35 heures, 5 semaines de... Tu fais 2000, 2005, t'es peut-être pas un excellent closer, mais si pour toi ça va, ton infopreneur il est content, c'est parfait, tu vois. Et que tu as ton équilibre de vie à côté. Exactement, c'est top pour toi. Bon, faudra penser au côté charge, tout ça, bon, mais voilà, je veux dire, 2000, 2005 dans ta poche, t'es content en fait. Et derrière, tu vas avoir donc tout le flux de bons closers qui sont peut-être qui sont pas dans un environnement où ils peuvent pas gagner beaucoup plus. Et donc, ils vont se faire 3500, 5000, et là, on est bien. Et après, donc là, vient les top closers, où là, en fait, les bons closers, en général, on voit que sur le marché, ils se trouvent entre 5 et 7000 euros. Et c'est pas forcément qu'il n'y a pas de A-player là-dedans. C'est juste que tu peux être un A-player dans un endroit où tu ne peux pas faire plus que 7000, c'est tout. OK. Et les top closers pourront faire plus de 7000, plus de 10 000. On connaît même des gars qui font plus de 12 000, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais... je reviendrai sur A-player, tout ça après. Juste moi, quand je fais du recrutement et que j'ai une personne qui me dit je suis à 30% de taux de conversion, je suis à 40% de taux de conversion, ok, et en termes de chiffre d'affaires collecté, ça donne quoi? J'en ai eu un qui était super content de me dire j'ai fait 200 000 là, de chiffre d'affaires collecté sur les 10 derniers mois. Donc je lui dis ok, donc là en fait, tu es en train de me dire qu'en moyenne, là, tu arrives à closer 20 000 euros par mois sur ton offre. Ouais. Et l'offre, elle a combien? 2000. Ok. Donc, tu es en train de me dire que tu fais 10 ventes par mois. Tu es super content, quoi. En fait, non, 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est rien. En fait, tu es en train de me dire que tu gagnes 2000 euros par mois depuis 10 mois, alors que j'ai des gars qui postulent et qui font 5, 6K, qui ont l'habitude de faire des gros chiffres. Et les gars se disent, mais attends, moi, je fais 30% de taux de close. Non, là, on n'est pas bon, quoi. Sur la partie... Sur la partie revenus, juste pour revenir sur ça, le nombre d'écosystèmes, donc quand on dit écosystème, c'est, on va dire, le nombre de business ou d'infopreneurs avec lesquels vous pouvez aller chercher du 10 000 euros par mois. On en parlait hier en off. Pour moi, en fait, c'est pas une anomalie de marché, mais quand on vous vend du 10 000 euros par mois de commission en tant que closer, vous êtes plutôt dans la tranche rare, en fait. Ouais. Et donc, c'est pas qu'en fait, ça met un objectif qui est inatteignable, mais c'est qu'en fait, pour y arriver, il y a plusieurs paramètres qui sont à la fois dépendants de vous, mais d'autres qui ne sont pas dépendants de vous, en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la bonne formation, le bon profil, que vous n'avez pas le bon environnement dans lequel évoluer. Quand je dis environnement, dans un business, un environnement, c'est le système d'acquisition qui est en place, l'offre, le système de management, par exemple, et ce qui vous permet, vous, en fait, de vous épanouir et d'évoluer. Vous n'arriverez jamais, en fait, à aller là-dessus. Mais même, j'ai envie de dire, vraiment, les closers sur le marché français, en tout cas, ne prenez pas les closers américains qui vous sortent du 30 à 50 000 euros de commission. Hein, c'est pas le même marché, ni la même profondeur de marché. Donc, c'est pas un mec qui va faire 30 à 40 000 euros dans le closing américain. C'est quelqu'un qui va faire entre 7 et 9 chez nous. En fait, le ratio n'est pas du tout le même.
Donc, ce qu'on va considérer comme un top closer aux States, du coup, sera jamais... voilà. Et le problème, c'est qu'on a des infopreneurs qui font le référentiel avec ce qui se fait, en fait, sur le marché américain, qui vont prendre que ce qui les arrange, d'ailleurs, sur le marché américain, et qui vont le dupliquer sur le marché français sans tenir compte des choses, en fait. Et donc, sur la partie, donc, peut-être e-player, parce que ça revient... d'ailleurs, c'est la phrase pour laquelle on nous sollicite souvent, c'est « Est-ce que tu connais pas des e-players ?» Et d'ailleurs, bien souvent, les gens qui nous demandent « Est-ce que tu connais pas un e-player ?» C'est des gens qui n'ont pas le business pour accueillir un e-player. Pour moi, c'est un peu trop galvaudé, ce concept-là de e-player. Il y a une vidéo d'ailleurs là-dessus que j'ai tournée sur la partie e-player. Si vous la voulez, vous pouvez commenter e-player dans la partie commentaire et du coup, je vous l'enverrai. Ne cherchez pas à recruter du e-player. En fait, ce que vous devez faire, c'est comment je fais pour monter un profil, c'est pas péjoratif, middle, pour en fait le faire devenir e-player dans mon écosystème. Ouais, mais attends, il y a deux choses. C'est que pour moi, en fait, tu peux avoir un super bon closer, très très bon closer. Le meilleur closer de la boîte peut ne pas être un e-player. Pour moi, e-player, c'est un état d'esprit supplémentaire à tes compétences de closing. On met la partie e-player sur la partie performance, alors qu'en fait, c'est plutôt sur la partie vraiment identité. C'est global. Du closer, e-player, c'est vraiment... Il est très fort en termes de performance, mais il est très fort en termes de... déjà, il est au top culture fit, quoi, tu vois, par rapport à l'entreprise. Mais en plus, c'est qu'il va chercher l'extra, tu vois. C'est-à-dire que c'est le gars... En fait, si vendredi, il a une annulation ou 2 annulations, et en fait, il lui manque 2-3 calls, le mec, il va pas se dire, je suis en week-end, tu vois. Je vais prendre les listes des personnes qui ont opt-in dans la journée, où je vais aller chercher, en fait, à faire un peu de setting, et je vais aller me chercher mes 2 autres rendez-vous, je vais aller faire un close là-dessus. Je vais avoir une autre vision du business, je vais... monter moins en compétences. Je me suis vu en fait réunir dans une réunion Zoom le CEO, le Head of Marketing et une assistante marketing pour leur montrer en fait que dans les chiffres, il y a un problème en fait. Et je vais plus loin que ce qu'on me demande de faire. Ça, c'est un e-player. Ouais. Et je dis pas que je suis un excellent e-player, mais en tout cas, juste ça, c'est un exemple. On a des closers qui se considèrent e-player parce qu'en fait, et d'ailleurs c'est marrant, mais bon, plus vous avez d'ego pour moi, et moins vous êtes e-player, parce qu'un bon e-player, en fait, il est constamment en train de se remettre en question. Il sait sa valeur, il sait ce qu'il vaut, il a confiance en lui, mais il a un niveau de coachabilité qui est genre plus, en fait. Ouais, c'est ça. Genre là, un des business qu'on accompagne, on recrute une personne, elle prend ses premiers calls, on lui dit, en fait, ça va pas, ça va pas. Et allez, 3 jours après, elle prend des calls, mais genre... le niveau de montée en compétence aussi rapide, et en fait le niveau de je me remets en question, je pète mes croyances à moi, j'écoute pas, enfin je m'écoute pas, du coup je suis prêt à vraiment tout remettre en question sur ce qui me concerne. La semaine d'après, on fait 57% de conversion, 2 semaines après on a encore les 50% de conversion. Ça, c'est du e-player. Ouais, ça, c'est quelqu'un qui arrive avec un niveau de coachabilité, de proactivité, comme tu l'as dit, je suis 100% d'accord. C'est le mec qui va vous apporter, c'est même pas l'extra mile, c'est le sales sur lequel vous savez que vous pouvez vous reposer. Parce qu'en fait, le mec, il apporte tellement plus que juste de la vente et de la perf. C'est vraiment genre un des piliers, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je trouve que c'est bien de remettre un peu du contexte sur qu'est-ce qu'un e-player. Et sur cette partie aussi, forcément, recrutement. C'est quoi un bon recrutement, selon toi ? Un bon recrutement, tu le juges que 30 jours plus tard, de toute façon. Tu le juges 30-60 jours plus tard. Ouais, 30-60 jours. Ouais. Mais... Comme plus vite, hein, d'ailleurs. Au bout même quelques coups, tu peux le sentir. Tu peux juger un bon recruteur à la rapidité, à se rendre compte que son recrutement n'était pas bon. Parce qu'il va très vite switcher pour aller chercher quelqu'un d'autre. Au bon moment. Je l'ai entendu hier, je le mets là, je le dépose ici parce que c'est hyper important. Hier, on m'a dit, donc un CEO qu'on accompagne, m'a dit un sales, en fait, c'est vite recruté, vite dégagé. J'ai dit non. T'as pas eu tout le contexte de la phrase. En fait, quand tu recrutes vite, tu te sépares vite. Ouais. Et en fait, genre à quel point, en fait, si j'ai mal compris le contexte de la phrase, je me matrixe un peu pas bon. Juste, tu vois, en fait, comment les infopreneurs considèrent l'équipe sales en mode un peu chair à canon. Je t'en prends un, t'en fous, de toute façon, tu le vires vite. Non, c'est pas ça, en fait. C'est prenez du temps sur le recrutement. Et en fait, plus vous allez mettre de la qualité sur votre recrutement et vous allez prendre le temps, plus en fait votre sales il va être bon et il va rester avec vous. Mais oui, si vous recrutez vite, en fait forcément vous allez vous séparer vite. Le nombre de pubs qu'on voit passer, on recrute 10 closers, genre des business qui font on recrute 10 closers en ads.
tu dis, mais... Ouais. Ça, ou alors les business qui vont recruter et qui vont faire un onboarding avec 4 closers et tu leur demandes, vous avez 4 places? Non, on pourra alimenter 2 closers, mais pas plus. Ok, et il se passe quoi des 2 autres? Ils le savent, ça? Bah non, parce qu'il faut qu'ils soient... allez, et donc ouais, non, un bon recrutement, pour moi, c'est déjà une bonne offre. T'as validé ton offre, tu sais que tu peux la closer, et après, c'est quoi tes prétentions? Est-ce que t'es un entrepreneur qui fait 30-40 000, et en fait, t'as envie de faire les choses bien pour que, en un closer vienne prendre ton agenda et venir égaliser tes performances, ou... Bon, cette fille à 57%, elle est en train de nous faire changer les choses, mais on avait tendance à penser qu'un CEO, en fait, il aurait toujours un meilleur taux de close qu'un closer. Bon, ça, c'est une anomalie de marché. Voilà. C'est une anomalie de marché, mais en même temps, est-ce que ça dépend pas un peu de ce que tu closes? Tu vois, sur du dev perso, le coach qui va vouloir closer, finalement, on se rend compte que sur son appel, il va quand même faire beaucoup de phases de coaching. Est-ce que vous voulez me faire une transition avec un point que je voulais aborder ou Ouais, c'est fort possible, ça. on est un peu connectés. Mais en fait, le coach, il fait beaucoup de phases de coaching sur son appel de closing. Là où le closer, en fait, il n'a pas les mêmes compétences. Donc, il va faire un peu de coaching, mais il ne va pas oublier, en fait, pourquoi il est là. Et il doit closer. Et en fait, l'approche n'est pas la même sur l'appel. Et là, on se retrouve avec une closeuse qui performe plus que le coach qui était déjà très très bon en fait. Donc, est-ce que tu as un coach qui fait, bon, allez, les 30-40K et donc en fait, tu es au palier ou si tu as envie d'aller chercher plus, tu es obligé de déléguer. Parce qu'il y a un moment, tu peux pas être au four, au moulin et livrer les pizzas, comme j'aime le dire, tu vois. Donc, tu peux pas faire et l'acquisition, la vente et le delivery. À ce moment-là, tu vas devoir libérer un peu de ton agenda, le donner petit à petit au closer pour qu'il vienne chercher les mêmes perfs. Avant de pouvoir recruter un deuxième closer, parce qu'en fait, on a déjà un closer avec lequel ça a fonctionné. Donc, on sait qu'on a validé notre onboarding et notre montant en compétences. Et là, je peux aller déléguer 2, 3. Et en fait, là, ok, je vais peut-être pouvoir mettre plusieurs closers en même temps dans un onboarding. Pourquoi? Parce que je sais que si, avec 10 000 € de budget, j'alimente 4 agendas, en fait, demain, si je veux 2 autres closers, je vais rajouter le budget marketing qui me sert à remplir l'agenda d'un closer, mais en x2, c'est tout, tu vois. Donc, il y a ça. Mais alors, par contre, non, on ne met pas en recrutement 4 closers pour trouver la pépite dedans. Quoi. Ouais, il y a un point là que tu as mis en avant qui est important, c'est la transition. Je recrute et je me sors parce que la plupart des infopreneurs ou des coachs du coup, qui nous sollicitent pour recruter du closer veulent en fait se sortir de la vente. Pour moi, c'est une erreur parce qu'en fait, vous allez faire un truc trop brutal. Donc, en fait, c'est hyper dangereux pour votre business et pour votre chiffre d'affaires de faire genre une transition à 100% direct parce que, vous avez peut-être potentiellement, c'est votre premier recrutement, donc vous n'avez ni validé votre onboarding, ni validé votre closer. Lui, il a forcément besoin, je dis forcément besoin parce que oui, un closer, son taf, c'est de closer, mais un closer, son taf aussi, c'est de comprendre votre offre. Donc, il y a quand même un temps où en fait il faut qu'ils comprennent c'est quoi la cible que vous faites vous attirer avec votre marketing, le niveau d'éducation dans lequel en fait la cible elle arrive, comprendre votre offre, la différence peut-être que vous avez avec d'autres offres, etc. Donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, sauf c'est vrai que on est bon dans ce qu'on fait, donc on arrive en fait à réduire le temps, donc ce qu'on appelle le time to close, donc c'est le délai entre le moment où je recrute un nouveau closer. Quand je dis je recrute, c'est j'ai passé mon entretien, ok fine, du coup je pars avec toi, et le moment où, hop, il fait son premier call. Son premier closing, pardon, parce qu'il va faire son premier call et faire son premier closing. Ouais. Du coup, on arrive en fait à réduire le time to close chez nos clients, parce que du coup, on arrive en fait à mieux structurer l'onboarding. Du coup, on apporte une pédagogie et une méthodologie de vente en fait qui est entre guillemets super à celle qui est en général en place. Ouais. Et juste pour revenir aussi sur le point des coachs, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit sur la partie je coach plus que ce que je ne close. Enfin, que je ne close sur les calls. On arrive des fois dans des business, 1h30 les calls, quoi. Ouais. 1h30. Parce qu'en fait, je vais penser que du coup, je vais mettre de l'émotionnel, parce que je vais penser que mon taf, en fait, c'est de coacher, et donc forcément, il va y avoir plus de liens, plus de confiance. En fait, non. Vous ne pouvez pas, en fait, passer autant de temps. C'est contre-productif pour vous, votre énergie, la suite de vos calls, même d'ailleurs, si vous faites de la delivery pour votre livraison, et pour le client, en fait. Ouais. Il n'y a pas besoin en fait de faire 1h30 avec un client pour le closer, quoi.
Ouais, c'est souvent la croyance qu'on a. Et bon, même des sales qu'on va former, en fait, on a beau leur dire ce qui se joue quand tu écoutes leurs premiers appels, il y a quand même la nature de l'humain qui revient, de se dire, je vais connecter un maximum avec la personne en face de moi. Mais au final, bah, t'as connecté, t'as pas connecté. Et c'est bien, t'as connecté, t'as pas connecté, c'est bien. ouais, c'est pas mal. Et en fait, la personne en face de toi, elle n'a pas besoin d'être amie ou que vous trouviez une passion ou elle n'a pas besoin de se dire à la fin de l'appel, je ferais bien un barbecue avec elle, en fait. Même si c'était peut-être très agréable, c'est pas l'idée. Et en fait, quand tu vas chez le médecin, il te pose des questions, il met le doigt là où ça fait mal, et dès qu'il sait que ça fait mal, allez, il va appuyer juste une fois peut-être pour être sûr ou en tout cas de jauger la douleur. Est-ce qu'on est à 3 ou à 8 sur 10? Et ça va. Et après, il va continuer de travailler, et à la fin, il va te prescrire, et c'est cool. Bah là, c'est pareil, en fait. On n'a pas besoin que tu fasses copain-copain. La personne a juste besoin de voir que tu sais quelque chose qu'elle ne sait pas, et qu'elle doit l'acheter chez toi. Du coup, ce que tu mets en avant, c'est un concept plus large qui vient pour moi sur l'approche de vente. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une méthodologie. Donc, dans la méthodologie que j'enseigne et du coup qu'on met dans mon closer, en tout cas dans notre programme de formation, mais celle qui m'a toujours, en tout cas, je pense, permis d'avoir des différences et à la fois dans la formation des closers et donc dans les business qu'on accompagne, c'est cette méthodologie où en fait on sort. T'as rigolé tout à l'heure quand je l'ai utilisé, mais quand on sort en fait du closing spectacle, où en fait on voit plein d'acteurs faire du closing émotionnel, hein, je vais te parler je vais rentrer en profondeur dans ta croyance, etc. Et on se retrouve avec des calls de 45 minutes plein d'émotions, et en fait du coup aux 50 minutes quand il faut parler cash, mais en fait il n'y a plus personne parce que évidemment le cerveau a besoin aussi de logique. Donc dans la méthodologie que j'ai développée, le mode challenger en tout cas, qui s'inspire beaucoup du challenger sale de Matthew Dixon, et en fait où on mélange ce qu'on connaît nous aussi de la partie closing, il y a vraiment ce côté qui pour moi fait gaper un closer, c'est sur la posture, et en effet sur t'es pas là en fait pour faire copain-copain, en fait t'as besoin de challenger ton prospect, t'as besoin d'être capable d'être assertif, de ventiler des KE, t'as besoin d'être assertif, et t'as besoin d'être capable de dire non à ton prospect. Là, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, c'est comme ça, et je t'explique pourquoi. Et en fait, c'est là où on se retrouve avec un fossé entre justement les closers un peu middle, qui essayent de faire du closing émotionnel spectacle, là, qu'on voit un peu partout, mais qui se retrouvent avec des calls de 45 minutes, 1h30, qui en plus ne closent pas, et des follow-up, par exemple. Et d'autres où, en fait, nous, on va réduire un call de 1h30 à 45-30 minutes, parce qu'en fait, du coup, on écharpe sur la méthodologie. Donc, il y a beaucoup aussi, je pense, à revoir et à refaire sur la méthodologie et la montée en compétences des commerciaux. Parce que même en startup, quand on voit les head of sales, du coup, des directeurs commerciaux qui enseignent toujours du cap son casse ou qui vont te dire c'est grâce à un disque que tu vas réussir à closer ton prospect. Bon, il y a encore beaucoup de travail, quoi. Ah, il y a du chemin. On a vu pas mal de sujets. Je regarde un peu là sur la trame qu'on avait un peu décidée. Est-ce que tu vois des points pour toi là qu'on n'a pas abordés qui sont importants? Je voyais une transition. Tu parlais de closing un peu émotionnel, le spectacle. C'est vrai que c'est un sujet important parce que entre ceux qui pensent qu'il faut appuyer très 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 fort sur la douleur, si je reprends le médecin quand il appuie sur ton dos pour savoir si t'as mal là, ouais, il va pas te rentrer le point. T'es quoi, sûr, hein. C'est là, c'est ici. Là. Bon, il n'y a pas besoin de rentrer trop là-dedans. Ou alors ceux qui vont peut-être pas bâcler une découverte, mais en fait ne vont peut-être pas t'appeler au bon endroit. Et derrière, en fait, vont se retrouver avec des objections à traiter pendant 40 minutes et donc du coup faire vont en faire leur spécialité du traitement d'objections. On retrouve pas ces objections-là sur nos appels, en fait. Et en fait, j'ai bien aimé juste... je voulais rebondir sur le passage où tu parlais de challenger. Genre, en fait, je me posais la question, est-ce que tu penses qu'on peut closer sans avoir challengé quelqu'un sur un appel? J'ai envie de dire que si tu closes sans avoir challengé quelqu'un, c'est que ton lead était déjà closé, que t'as pas eu grand-chose à faire. Ouais. Parce que on a peur. Donc, on a forcément quelqu'un qui va arriver. Plus j'ai peur, plus en fait j'ai un mécanisme de défense, donc je vais rentrer en opposition avec ce que tu me fais. Et je suis désolé, mais questionner, ça c'est beaucoup... t'es bon commercial si t'as de l'écoute, de l'empathie
et que tu poses des questions. Bah non, en fait. Il faut que vous soyez capable d'envoyer de la certitude, de l'assertivité, mais donc envoyer de la certitude, que vous soyez capable de confronter, en fait, les idées de votre prospect. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de conflit. Si t'aimes pas le conflit, pour moi en fait il y a un problème parce que tu vas pas être capable en fait de rentrer entre guillemets en opposition avec la peur de ton prospect. Ouais. Je rentre pas en opposition avec mon prospect juste parce qu'en fait j'ai envie de me fighter avec lui. Je rentre en opposition avec lui parce que je sais que ses croyances limitantes, donc ses peurs et donc ses objections, parce qu'une objection c'est ça, une objection c'est une peur et donc c'est une croyance limitante. Si je ne rentre pas en opposition là-dedans et que je n'y vais pas avec un niveau de certitude costaud, donc que je ne challenge pas, je vais pas réussir à inverser la balance de la peur en fait. Ouais, mais je vais casser le lien avec mon prospect, non? Quel lien? Non, mais c'est ce que en fait, les gens pensent. Non, mais ça c'est ce que les gens pensent. Et en fait, c'est ce que les closers, de manière classique, ont tendance à faire. Ça s'appelle people pleasing. Mais t'en parleras encore mieux que moi. Mais en fait, c'est c'est même encore autre chose ça. Mais non, ça fait partie de ça. Ça en fait partie, donc c'est dans un état d'esprit. Mais en fait, je vais connecter avec la personne et je vais pas essayer de la froisser parce que si je la froisse, ça voudra pas de moi, en fait. Et ça, c'est le gros problème. Pauvre petit chou. Aujourd'hui, ton prospect, s'il est en face de toi, c'est qu'il lui manque quelque chose. Maintenant, le closing, c'est pas que closer à tout prix. C'est aussi peut-être closer sur l'idée que c'est pas fait pour lui de venir chez toi. Exactement, ouais. Ok, c'est une transition avant de pitcher. C'est un indicateur d'ailleurs d'un bon closer. Ça, si t'es pas capable de disqualifier des leads, ouais, c'est qu'il te manque quelque chose. Tous les closers qui mettent que du follow-up là, ouais. Et qui mettent pas de out. En fait, ton lead, s'il est pas qualifié ou en tout cas il est pas adapté, peut-être qu'effectivement ton prospect en sait trop en face de toi et que tu n'as rien à lui apprendre. Et en fait, tu vas lui dire juste, bah non, mais je pense que t'es trop avancé par rapport à ce qu'on vend là, c'est pas adapté et c'est ok. Ou alors, non, là tu te fais une idée de ce qu'est le closing. Et c'est pas du tout ça. Et en fait, il y aura ça qui t'attend. Comment tu vois les choses? Ah ouais, non, c'est vrai que c'est pas fait pour moi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Boum, on le sort. Bon, maintenant, ceux qui sont adaptés et qui sont qualifiés. Si tu ne les closes pas, c'est que tu les as pas aidés. Je parle d'aider, tu es dans une mission. C'est-à-dire que la personne, si elle est en face de toi, c'est parce qu'elle traîne des problématiques ou qu'elle a besoin de changer depuis un certain temps. Si tu ne l'aides pas, enfin, si tu ne la closes pas, tu ne l'aides pas. Ok? Donc, cette personne, si elle est en face de toi, c'est qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas. Donc forcément, il va falloir que tu la challenges. Alors après, peut-être qu'elle va être d'accord avec tout ce que tu veux lui dire. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin? Elle va te dire quand même, je vais réfléchir. Du coup, d'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, pour appuyer dessus, mais donc ça, quand ton prospect, par exemple, parce qu'il y a les deux côtés, hein, il y a le closer, du coup, qui va dans le people pleasing, et il va y avoir le prospect, du coup, qui lui aussi va l'être. Juste rapidement pour ceux qui disent mais c'est quoi people pleasing, c'est en fait quand je dis amène à tout et que je suis pas capable de dire non et que je fais passer les autres avant moi, je suis people pleaser en fait, parce que je fais passer mes besoins et j'ose pas dire la vérité ou j'ose pas dire les choses. Et donc du coup là, ce que tu disais, quand le prospect est aussi dans le mode people pleasing, il va te dire oui bien sûr mais j'ai quand même en parler à ma femme quand même. Voilà. Donc, je vais quand même réfléchir. Et donc là, si tu le challenges pas, il se passe quoi? Exactement. Tu le closes pas. Et par rapport à ta mère, j'ai perdu ah si, un point que je mets en avant pour appuyer ce que tu dis là, ce qu'on est en train de dire sur la partie challenger. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est regarder en fait les personnes, les amis autour de vous ou les personnes avec qui vous êtes le plus proche. En général, les personnes avec qui vous vous fritez rapidement avec eux, c'est les personnes avec qui vous êtes les plus proches après. Parce qu'en fait, vous avez été tellement honnête, authentique dans ce que vous leur avez, ce que vous êtes dit, parce qu'en fait, c'est monté en pression. Donc du coup, vous dites ça y est, la vérité, parce qu'en fait, il faut faire un peu le, comment il s'appelle là, Philippe Etchebest. Faut que je vienne vous rentrer dedans en fait pour que vous me disiez vraiment ce qu'il y a au fond de vous. Et en fait, quand tu vas te friter avec quelqu'un, au final, tu te dis la vérité. Et si on arrive à trouver un terrain commun, en fait, les liens sont vachement plus forts. Donc pour la question de tout à l'heure, en fait, non, c'est justement plus je vais aller te chercher au fond de toi et que je vais un peu te chercher là comme ça. Qu'en fait, c'est ça qui va créer un lien encore plus fort que juste le mec en fait qui veut juste te dire il fait beau chez toi, non mais tout va bien se passer. Non, il y a besoin d'avoir ce niveau-là aussi. Ouais, bon après il n'y a pas besoin de crier comme Philippe Etchebest, au niveau communication, il y a quand même mieux à faire. Non mais c'est trop marrant parce que ce matin, sur un autre sujet, en fait, j'en parlais, et les gens qui te crient dessus, en fait, ils te crient dessus parce qu'ils voient une distance en fait entre nous. Donc soit ils te crient dessus pour imposer leur vision parce qu'en fait, du coup, t'es trop loin d'eux là sur comment ils voient les choses.
Donc tu vas crier comme pour te rappeler et te ramener à lui. Ou alors, plutôt dans la sphère relationnelle, je vais crier, je vais monter le ton dans un échange parce que en fait, j'ai l'impression que je suis en train de te perdre. En fait, émotionnellement, j'ai l'impression que je suis en train de te perdre. On n'est pas d'accord et du coup, tu vas me quitter ou tu vas me... Et donc du coup, je vais crier. Bon, dans la relation avec un prospect, du coup, tu vas moins avoir besoin de crier, mais tu as besoin de créer ce challenge-là, cette confrontation, et pour que le prospect, en fait, soit secoué et se dise « Ok, bon, là, je sais plus quoi dire. » Donc oui, effectivement, j'ai peut-être pas tout bon sur la ligne, là, et il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Donc, posture hyper importante. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais aborder, là? On a fait quand même pas mal. On a fait un beau tour, là. On a fait un beau tour. Donc, je pense que pour ce talk, ça sera déjà pas mal. Ouais. Merci, je suis content d'avoir fait avec toi. Si vous avez une équipe commerciale et que vous avez envie de monter en compétence vos closers, que vous avez envie de recruter des closers, vous pouvez nous contacter directement. Je vais vous mettre un lien dans la description. Et idem, si vous avez envie de vous former au closing ou que vous êtes déjà closer et que vous avez envie de monter en compétence en peut-être apprenant une nouvelle méthodologie de vente, idem, du coup, on vous mettra le lien de là où vous pouvez nous contacter. Davy, merci beaucoup. Et je te dis à très vite.